Donc on va attaquer notre table ronde avec la première thématique qui est la cartographie des risques. Frédéric, je me tourne donc vers toi. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les contre-exemples aujourd'hui à ne pas faire ou les cartographies mal conçues du moins que tu as pu observer en entreprise? Ça marche, merci. Bonjour à tous. Alors, avant qu'on attaque sur ce qu'il ne faut pas faire, juste pour recadrer le sujet et être sûr qu'on est tous en ligne, je vais vous parler des programmes de conformité Sapin 2. Sapin 2, loi applicable depuis 2017 à toutes les sociétés qui font plus de 500 collaborateurs, qui font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui visent à mieux prévenir et détecter la corruption. Alors, il y a 8 obligations. Nous, on va en couvrir 4. On a fait une petite sélection et un petit florilège aussi des choses à ne pas faire, sachant que la liste dans la vraie vie est beaucoup plus longue. Je vais commencer avec le sujet de la carto. Est-ce qu'on peut, Caroline, passer sur le premier slide? Merci. Donc, cartographie des risques de corruption. Dans les 8 obligations de la loi Sapin 2, c'est la première. C'est souvent, je dirais, la plus importante parce que c'est cette obligation qui va vous permettre de déterminer si votre programme de conformité il est plus ou moins adapté à vos enjeux. Alors, sur les 50 et un peu plus de cartographie des risques de corruption, un des écueils ou une des erreurs à ne pas commettre, que je vois malheureusement encore assez fréquemment, c'est multiplier, entre guillemets, à l'infini les scénarios de corruption. C'est une attente du régulateur à la base, l'Agence française anticorruption, de présenter quels sont les scénarios les plus probables, je vais y revenir, de corruption dans une entreprise. Moi, quand je revois des cartos qui ont déjà été élaborés chez mes clients, souvent, il n'est pas rare que j'ai entre 50 et 100 scénarios de corruption, ce qui est beaucoup trop. Alors pourquoi c'est beaucoup trop? Pour les raisons qui sont affichées ici. Alors quelles sont les raisons pour lesquelles les entreprises, et je parle bien des entreprises, vont rentrer dans des pactes de corruption? Vous n'en avez pas 50. Dans 95% des cas, l'entreprise va corrompre pour 5 ou 6 raisons. C'est parce qu'elle veut gagner un contrat ou conserver un contrat client clé. C'est parce qu'elle veut bénéficier d'une autorisation administrative critique à l'exercice de son activité. C'est parce qu'elle veut passer des contrôles privés, par exemple, pareil, critiques à l'exercice de son activité. Je dois donner ici quelques exemples. Il y en a 5 ou 6 qui doivent représenter des motifs, à peu près 95% des motifs pour lesquels les entreprises vont corrompre. Donc, pas besoin à ce niveau-là d'élaborer des dizaines, voire malheureusement parfois une centaine de scénarios. Autre élément important, je vous ai parlé du pourquoi les entreprises vont corrompre, et encore une fois, les motifs sont assez peu nombreux. Comment elles vont corrompre quand elles utilisent des moyens monétaires? C'est pareil, je parle du monétaire uniquement. Il n'y a pas 50 moyens monétaires utilisés par les entreprises. Ça va beaucoup être l'utilisation d'agents intermédiaires commerciaux véreux, ça va être des actions de donation, ça va être du sponsoring, ça va être de la surfacturation. Vous avez comme ça une petite dizaine de moyens assez clés, des cadeaux et invitations, bien entendu, on en parle assez régulièrement. Cette petite dizaine de moyens monétaires qui vont regrouper à peu près 95% des moyens utilisés par les entreprises pour corrompre. Donc, conclusion, sans scénario de corruption, ça a peu d'intérêt. Je ne sais pas si dans vos organisations, vous en avez documenté un nombre important ou pas, d'ailleurs. Ouais, non? Je vous vois hésiter. Non? Alors, au-delà du nombre, la problématique du nombre, il y a une deuxième problématique qui peut se poser sur la cartographie des risques de corruption et que je voulais partager avec vous. Est-ce qu'on peut passer sur le slide après? Merci. C'est la question de la probabilité. Alors pourquoi? Parce que, encore une fois, le régulateur, entre guillemets, qui est l'Agence française anticorruption, dit vous devez documenter des scénarios de corruption et vous devez en estimer la probabilité et l'impact. Alors l'impact, on met ça tout de suite de côté. Moi, je trouve que ça n'a absolument aucun intérêt. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui est reconnue coupable de corruption en France au titre de la loi Sapin 2, si par exemple elle signe une convention judiciaire d'intérêt public, le montant maximum théorique de l'amende, c'est 30% du chiffre d'affaires mondial. Bon, on va dire que c'est majeur. Donc la nécessité de qualifier un impact par scénario de corruption, pas grand intérêt. Moi, je retiens en général que voilà, si jamais ça se produit, théoriquement, si on regarde encore une fois le droit, l'impact va être majeur. Deuxième élément, donc plus intéressant, celui de la probabilité d'occurrence. Toujours pareil, même attente, l'Agence française anticorruption va vous dire vous me listez les scénarios possibles et vous allez me les quantifier avec une probabilité. J'allais dire bon courage. Parce que la notion de probabilité, si on se réfère au terme, c'est important, il y a une notion de quantification. Il faut quantifier, il faut avoir des statistiques. Bon, normalement, la corruption, ce n'est pas le quotidien des entreprises. Donc établir des bases statistiques, moi j'ai peut-être un client qui va me dire oui, ces 20 dernières années, j'ai eu 2 cas suspectés ou avérés de corruption. Est-ce qu'il va être capable d'en tirer une probabilité d'occurrence? La réponse est non. Ce n'est pas possible. Donc concrètement, comment on va faire? Alors, j'avais aussi
vous attirez votre attention sur un deuxième facteur qui est celui-ci. Donc c'est compliqué de quantifier parce qu'on n'a pas de base statistique et je dirais presque heureusement. Vous avez un deuxième problème, souvent, c'est qu'on va interroger les salariés, donc on va leur présenter des scénarios de corruption et on va leur dire, bah voilà, une fois que ce scénario, par exemple, qui est le risque de corruption d'un client ou d'un prospect, est-ce que vous l'estimez très probable, très peu probable, moyennement probable, etc. Et c'est souvent de cette manière-là qu'on va interroger les collaborateurs. Petit problème, comme vous le voyez ici, c'est ce qu'on appelle les probabilités subjectives. Ce qui est très probable pour quelqu'un ne va pas du tout avoir la même définition de ce qui est très probable pour quelqu'un d'autre. Là, si je vous interrogeais, par exemple, pour vous dire si vous avez à quantifier ce qui est très probable pour vous, j'ai des gens qui vont répondre moi, c'est à partir de 70%, c'est très probable, et j'ai des gens qui vont me répondre 99%. J'ai fait le test pas mal depuis une dizaine d'années, voire plus, notamment auprès d'étudiants. J'ai des écarts qui sont très importants. C'est ce que vous voyez sur les courbes qui sont à droite. C'est la distribution de ce que des gens peuvent estimer comme étant, par exemple, très probable. Vous voyez, Ali-Lakli, il y a des gens pour qui Ali-Lakli, c'est 99%, et d'autres pour qui c'est 70% de probabilité d'occurrence. Donc si vous interrogez vos salariés de cette manière-là, vous allez additionner des choux et des carottes, et en fait, la probabilité, entre guillemets, que vous allez tirer, elle va servir à rien. Donc une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on peut faire concrètement ? Je vous ai pris l'exemple du scénario de corruption qui consiste à dire voilà, l'entreprise va corrompre parce qu'elle veut signer un contrat avec un client ou un prospect. Alors on va partir du principe par exemple que c'est très important pour elle. Donc comment je vais évaluer cette... Moi je n'utilise pas cette thématique encore une fois de la probabilité, mais je parle de crédibilité relative. C'est un terme que je préfère. Et comment je vais évaluer cette crédibilité relative que ce scénario-là se produise ? Je vais pas mal me baser sur ce que j'appelle l'analyse des facteurs aggravants et des facteurs atténuants. Et vous en avez quelques-uns qui sont à droite ici. Je vais regarder par exemple la géographie du chiffre d'affaires de la boîte. Si elle a un chiffre d'affaires qui est très concentré en Europe, j'aurai des risques qui seront plus faibles que si au contraire elle est très présente en Asie par exemple. Je vais regarder le degré de concentration du chiffre d'affaires de la boîte. Si elle n'a aucun client qui fait plus de 5% de son chiffre d'affaires, a priori, j'ai un risque de corruption qui est peu intéressant pour elle sur ce scénario-là. A l'inverse, j'ai certains de mes clients qui font 80% de leur chiffre d'affaires avec 10 clients, voire j'ai un cas où il fait 80% du chiffre d'affaires avec 3 clients. Risque de corruption sur ce type de scénario-là va être très élevé. Voilà, c'est plutôt de cette manière-là, moi, que je vais déterminer si oui ou non ce scénario de corruption, donc d'un client ou d'un prospect, il est plus ou moins crédible. Encore une fois, je ne vais pas utiliser la notion de probabilité, parce que comme je vous l'ai dit, elle n'a pas vraiment de sens. Par contre, je vais essayer de contextualiser, de me rapprocher de l'environnement économique, de comprendre le modèle économique de la société et de reprendre ces facteurs et dire in fine, voilà, est-ce qu'on est dans un environnement qui est plus ou moins à risque sur ce scénario-là. Donc si par exemple, vous avez une boîte qui a 50 agents commerciaux, que beaucoup d'entre eux sont dans des pays très compliqués en termes de corruption et qui portent plus de 20% du chiffre d'affaires de la boîte et que vous avez un degré de concentration du chiffre d'affaires qui est très élevé, on va plutôt dire que ce scénario-là est crédible. OK ? Merci. Bertrand, peut-être